Bonjour à tous. Ah, Océane, tu n'as pas de son. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Gatineau, référent national sur les questions environnement, RSE et transition. Et je suis accompagné d'Océane. Bonjour, Océane Velluit, référente RSE au niveau du bureau de Bordeaux et je participe également à l'animation et au groupe de travail dans l'ensemble du groupe. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du rapport de durabilité. Et je vais laisser Océane vous parler de ce rapport, de son contenu, enfin de son origine. Et puis on va se poser la question, enfin on va essayer de répondre à la question qui est sur cette première page, de savoir si en tant qu'élu de CSE, votre entreprise et vous-même êtes concernés par ce rapport. Peut-être une première question qui va arriver dans le chat pour vous demander si vous-même, ce rapport de durabilité, ça vous parle ou pas. Océane, je te laisse la parole. Oui, merci Emmanuel. Donc, dans une première introduction, on va revenir un petit peu sur les fondements, donc, dans un premier temps, de l'investissement socialement responsable et finalement de comment est née la performance extra-financière. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ça ne date pas d'hier. C'est vraiment très, très... on retrouve les prémices dès le XVIIe siècle avec la reprise de concepts d'intégrité commerciale, de préoccupation sociale. Par la suite, notamment dès le XXe siècle, on remarque les premiers refus finalement d'investir, là dans le cas des sin stocks. Et finalement, c'est une tendance qui va de plus en plus s'accélérer on voit apparaître notamment ce qu'on va traduire en tant que responsabilité sociale des entreprises dès 1953. Donc, ce n'est vraiment pas un concept récent. Les aspects de responsabilité sociale et sociétale des entreprises datent du siècle dernier, enfin des siècles derniers. Dans un second temps, ce qu'on observe, c'est que ce mouvement s'accélère avec notamment la prise de ce sujet par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, dans la perspective en fait d'assister les pays à prendre en compte, à mettre en œuvre en fait une politique environnementale. Donc pour le coup, ce sont vraiment les institutions qui vont se saisir du sujet et cela aboutit notamment à la fin des années 80 par le rapport de la commission Brundtland qui pose concrètement la définition du développement durable. Et ce n'est pas anodin si cela fait suite donc, à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cette tendance, elle s'accélère véritablement dans les années 2000, comme on peut le voir avec le Global Reporting Initiative, qui est finalement la construction d'un référentiel d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Et finalement, cela va aboutir également à la prise d'engagement, comme on peut le voir en 1997 avec le protocole de Kyoto, qui fixe finalement les bases d'une réduction de près de 5% des gaz à effet de serre. Ce protocole a notamment été signé par 192 pays, donc plus ou moins les pays formant les Nations Unies. Par ailleurs, on voit naître un certain activisme sur ces sujets un activisme donc actionnarial sur ces sujets liés notamment à l'environnement. Enfin, l'ONU revoit un peu son accompagnement et donc les pays s'engagent à signer 10 principes relatifs donc, aux droits humains, sociaux, environnementaux et s'engageant également dans une lutte contre la corruption. Pardon. Finalement, cela va prendre divers chemins et on aboutit également par une formalisation dans le droit français, dans la loi NRE, donc dans la nouvelle régulation économique, où la France est le premier pays à inscrire comme obligation donc la réalisation de reporting extra-financier.
Donc, ce sont réellement les prémices de ce qu'on connaît par la suite. Et certaines des plus grandes entreprises françaises sont soumises donc, à la déclaration de performance extra-financière. Donc, on retrouve dès le début des années 2000 ces principes. Un élément aussi assez clé, donc dans les années, au début des années 2010, donc une norme ISO appelée ISO 26000, qui est en fait plus qui ne donne pas lieu à une réelle certification, mais plus à une évaluation des lignes directrices de la stratégie RSE, de la démarche RSE d'une entreprise, selon un certain nombre de standards, et la possibilité d'obtenir ou non un label, le label Lucie. La norme ISO 26000 repose non pas sur la responsabilité, non pas que sur la responsabilité sociale des entreprises, mais véritablement sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et finalement, au-delà de l'accélération qu'on a pu observer donc, depuis le XVIIe siècle, finalement, cela s'ancre davantage dans la réglementation, avec entre 2007 et en 2013 donc les lois Grenelle qui véritablement obligent au reporting extra-financier, et cette obligation finalement va s'étendre par les lois Grenelle à un panel d'entreprises plus large. Et puis ensuite, finalement, également une accélération de la prise de conscience avec deux moments clés, l'élaboration des 17 objectifs de développement durable donc finalement dans la continuité du pacte mondial pour l'ONU, donc des objectifs de développement durable qui reprennent à la fois des aspects économiques, sociaux et environnementaux, et en parallèle, la signature de l'accord de Paris avec un engagement des pays à limiter l'augmentation de la température à la surface de la Terre à 1,5 degré. Et donc ainsi s'engageant à limiter l'impact de ces activités sur le changement climatique. Et enfin, finalement, en parallèle, et je dirais dans la formalisation de ces engagements dans la réglementation, au niveau de l'Union européenne, la directive, donc la NFRD, qui va vraiment fixer le cadre de ce qu'on a pu voir dans les entreprises comme étant la déclaration de performance extra-financière, donc pour les entreprises qui ont plus de 500 salariés, qui les contraint à reporter, donc certes d'un point de vue assez déclaratif sur en fait leur démarche RSE. En parallèle, une directive qui vient avoir un impact sur les produits financiers en classant les actifs sous 3 catégories plus ou moins durables. En 2017, un élément également important où finalement on ne s'intéresse plus qu'à l'activité de l'entreprise en elle-même, mais à l'ensemble de sa chaîne de valeur, en demandant aux entreprises d'une certaine taille de publier donc un plan de vigilance et finalement donc qui donne lieu à une évaluation des risques et une cartographie des risques auxquels elle est confrontée sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, la traduction, ce qu'on évoquait comme étant les prémices de la déclaration de performance extra-financière a été traduite en droit français en 2017. Et depuis 2017, les entreprises françaises de plus de 500 salariés donc se prêtent à cet exercice. Finalement, un élément qui n'est pas anodin non plus, en 2019, la loi Pacte donne la possibilité aux entreprises de se doter donc d'une raison d'être et par la suite de créer le statut d'entreprise à mission en fixant des objectifs donc de responsabilité, souvent très liés donc à la responsabilité sociale et environnementale, qui doivent être contrôlés régulièrement par un organisme tiers. Et donc, suite à la taxonomie de l'Union européenne, la directive donc, qui encadrait précédemment la déclaration de performance extra-financière a été revue fin 2022 et donne lieu à une nouvelle directive, donc ce qu'on appelle la CSRD, le sujet du webinaire aujourd'hui, et qui finalement va
deux éléments, davantage encadrer le contenu en fait, des rapports liés à la performance extra-financière. On va aller sur ce qu'on appelle le rapport de durabilité. Et également, ce rapport de durabilité va devoir être publié par un plus grand nombre d'entreprises parce que les tailles d'entreprises concernées vont être inférieures. Alors, je vois un certain nombre de questions dans le chat et on ne vous l'avait pas précisé. Bien sûr, formulez vos questions. Je vous propose qu'on les prenne peut-être à la fin du webinaire et qu'on continue le déroulement pour avoir le temps de présenter tout ce qu'on voulait partager avec vous. Mais continuez à préciser dans le chat vos questionnements. On y reviendra sur la fin. Aussi, on s'intéresse à la CSRD et finalement à son implication, l'implication de cette directive européenne pour les entreprises et notamment les entreprises françaises. Cette norme a été transposée en droit français à la fin de l'année 2023, donc elle sera elle devra être appliquée par les entreprises. Pour les plus grandes d'entre elles, à partir de la mise en œuvre va se dérouler au cours de l'année 2024 pour les plus grandes entreprises qui étaient déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière et pour une publication au début 2025. En termes de contenu, finalement, elle se structure autour de 12 normes d'indicateurs multisectoriels qui font référence aux critères donc ESG. Le ESG, c'est finalement la mesure de la performance au travers de critères à la fois environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et finalement, cette CSRD, elle intervient pourquoi? Dans un souci en fait de rendre la donnée qui est publiée dans ces rapports, donc là ce sera le rapport de durabilité, que ces données soient davantage fiables, comparables, cohérentes et contrôlées. Parce que ce rapport de durabilité fera l'objet d'une certification d'une vérification par un organisme tiers. Donc, finalement, on va voir qu'en fonction des tailles d'entreprise et des thématiques, il va y avoir des obligations qui vont être échelonnées sur plusieurs années. On ne devra pas tout appliquer tout de suite. Néanmoins, certaines données vont être obligatoires, comme les 12 standards qu'on peut voir. Donc finalement, ce qui va apparaître à gauche de l'écran, les normes transversales, vont être obligatoires pour l'ensemble des entreprises. Donc en fonction de quand est-ce qu'elles vont être soumises à cette réglementation, on le verra par la suite. Par ailleurs, les indicateurs qui vont être intégrés, notamment dans la norme environnementale, les normes environnementales, les normes sociales ou les normes de gouvernance, sont des critères qui vont devoir faire l'objet finalement d'une analyse de la matérialité. Donc, on va vous expliquer également ce concept par la suite. C'est aussi cette norme, ce nouveau rapport de durabilité va devoir prendre en compte en fait l'ensemble des parties prenantes qui interviennent dans le modèle d'affaires de l'entreprise et qui peuvent être impactées ou qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise et le bon fonctionnement de l'entreprise. Et à la fois comment l'entreprise impacte son environnement et son écosystème. Et donc ainsi, ça fait sens la prise en compte des informations relatives à l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc au-delà du fait de devoir publier à la fois sur des principes environnementaux, sur des indicateurs environnementaux, sur des indicateurs sociaux et de gouvernance, l'entreprise doit un peu ouvrir ses chakras et s'intéresser à ce qui se passe en dehors de l'entreprise et son impact sur son écosystème. Et pour chacune des normes qu'on voyait précédemment, si on reprend par exemple donc dans les normes environnementales, on a notamment la norme sur le climat. Il y a des référentiels qui se précisent pour expliquer ce qu'il faut intégrer dans chacune des parties en fait de ce rapport de durabilité. Et ces normes vont se structurer autour de 4 domaines. Interroger en quoi cette thématique finalement est prise en compte par la gouvernance, dans quelle mesure elle est intégrée à la stratégie. Donc par exemple, on peut voir donc, dans la stratégie à quel risque physique, donc risque
physiques liées au changement climatique, inondations, incendies, canicules liées au climat, l'entreprise est-elle confrontée? Et quels sont les risques de transition? Les risques de transition, par exemple, ce sont les risques liés aux évolutions de la réglementation. Et est-ce que finalement, par rapport au climat, l'entreprise peut en tirer des opportunités également? Si on s'intéresse maintenant aux indicateurs et objectifs, il s'agit en fait de mesurer dans quelle mesure l'entreprise prend en compte cet indicateur et comment elle le pilote lorsqu'elle s'intéresse à sa performance. Enfin, devront être intégrés les impacts, les risques et les opportunités relatifs donc, à cette thématique, là dans ce cas, le climat. Ce que je vous disais déjà précédemment, donc finalement la mise en œuvre de la CSRD va être différente en fonction des tailles d'entreprise. Pour autant, pour les entreprises qui sont déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière, généralement publiée dans le rapport annuel, donc ce sont les entreprises avec plus de 500 salariés, ou alors chacun des critères, en fait, c'est où il faut cocher au moins l'un des critères, ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros ou un total bilan de 25 millions d'euros. En fait, la mise en œuvre va intervenir au cours de l'année 2024. Les directions vont y travailler au cours de 2024, direction financière, direction du développement durable, RSE. Et ce rapport de durabilité devra être publié au 1er janvier 2025. Ce qu'on observe et ce qui se distingue de la précédente directive européenne, c'est qu'un plus grand nombre d'entreprises finalement sont concernées par cette directive, y compris des entreprises de plus petite taille, parce qu'on voit que par exemple, au 1er janvier 2027, y compris les entreprises dont le nombre de salariés est compris entre 10 et 250, devra se prêter à cet exercice. Donc, c'est vraiment un nombre d'entreprises plus important qui est concerné et qui elles vont pas être finalement contraintes dans la même mesure. Une entreprise de plus grande taille va avoir une obligation de publier sur davantage de thématiques. Pour autant, il y aura une certaine obligation pour toute taille d'entreprise. Et ce rapport de durabilité devra finalement, ce que je vous expliquais, prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise. En effet, elle s'appuie sur la double matérialité qui constitue la pierre angulaire donc, de cette directive. La double matérialité, c'est simplement l'impact qu'a l'entreprise sur son environnement au sens d'écosystème, et l'impact que l'environnement peut avoir sur l'entreprise. Et cela va prendre la forme, donc, pour se prêter à l'exercice, les entreprises pourront le formaliser de la manière suivante, à savoir une matrice avec deux axes. Une matrice avec deux axes reprenant donc, la matérialité d'impact, donc l'impact de l'entreprise sur les personnes, l'environnement, donc l'écosystème, à court, moyen ou long terme, et l'impact finalement de l'environnement, ce qu'on disait de l'environnement, de l'écosystème sur l'entreprise, donc les effets qui peuvent être positifs donc, ou négatifs et qui peuvent venir impacter donc, sa matérialité financière, à savoir sa création de valeur, son flux de trésorerie à court, moyen ou long terme. Et l'idée, c'est vraiment de classer ces enjeux sur cette matrice en prenant en compte les deux axes. Les enjeux qui seront classés, qui seront identifiés, cartographiés sur cette matrice, devront faire l'objet en fait devront être réintégrés dans le rapport et étudiés dans le rapport de durabilité. Alors, je vais prendre la suite de la présentation pour revenir sur les raisons pour lesquelles l'Europe finalement a engagé ce travail complémentaire sur le reporting et finalement nous amener à répondre à la question: est-ce que votre entreprise est concernée? Est-ce que vous, en tant qu'élu de CSE, vous êtes concerné?
D'abord, revenir sur le pacte vert. Le pacte vert, c'est quelque chose que la Commission européenne a défini en 2019, qui vise à ce que l'Europe soit exemplaire dans l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par l'ONU et dans finalement l'obligation d'atteindre, enfin de limiter le réchauffement climatique tel que défini par les accords de Paris. Ce pacte vert, il est structurant, il a de nombreux objectifs sur la neutralité climatique, sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, la mobilité durable, l'agriculture durable, les énergies renouvelables, avec une logique d'accélération encore renforcée à l'occasion de la dernière COP qui s'est tenue à Dubaï au mois de décembre, à une logique d'efficacité énergétique qui doit se déployer sur tout le continent, avec des enjeux très importants de rénovation énergétique sur les bâtiments notamment. Alors, vous avez pour cela un certain nombre de stratégies qui ont été définies avec des feuilles de route, des logiques de réduction des émissions qui doivent atteindre 55% d'ici à 2030 par rapport à 1990. J'en profite pour partager finalement une annonce de ce matin sur le fait que la France a réussi à réduire de 5% ses émissions sur la dernière année, donc plutôt avec des dynamiques plutôt positives de ce côté. Même si on pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles on obtient ce gain, c'est tout de même une dynamique notable et souhaitable. Bien sûr, des objectifs sur la biodiversité. Le climat est un des enjeux qui est devant nous. On a des sols, par exemple, qui s'appauvrissent. Je fais le lien avec forcément les questions d'agriculture durable. Et on a une obligation finalement de conserver un environnement autour de nous aussi en bon état pour permettre à cette biodiversité de se maintenir, qui fait partie de l'équilibre global dont on a besoin, avec à la fois des enjeux au niveau de la terre et des mers, bien sûr. Sur l'économie circulaire, eh bien, on a la nécessité finalement de revoir le modèle extractiviste dans lequel on est, avec forcément un certain nombre de matières qu'on use et abuse, alors qui pour certaines ont des impacts sur le climat dans leur utilisation, mais qui pour d'autres, même sans impact sur le climat, sont juste en quantité finie. Et il faut qu'on apprenne à vivre dans une logique où on recycle beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé, parce que la matière va, dans certains cas, et c'est déjà connu, clairement manquer dans les prochaines années. Alors, sur la mobilité durable, on a des objectifs importants, alors qui entraînent d'ailleurs des plans de développement des véhicules électriques notamment, avec des investissements également très importants. Le transport étant un élément important, enfin une composante importante des émissions, il est fondamental qu'on ait cette action forte sur ce volet de mobilité. Et puis sur l'agriculture durable, bien on a ce sujet des pesticides avec, on va y revenir sur voilà, des allers-retours actuellement sur ces sujets des pesticides au niveau européen qui font qu'on a encore du chemin à faire pour que ces stratégies se déploient au rythme escompté. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Il y a des limites politiques, bien sûr. Il y a des limites économiques, avec clairement des modèles industriels qui vont se retrouver impactés par toutes ces modifications. On est quand même dans un jeu de compétitivité mondiale sur ces thèmes, que ce soit environnement ou autre. C'est d'ailleurs l'objet de ce plan, le Pacte vert pour l'Europe. Il a cette ambition géopolitique de positionner l'Europe comme un continent en pointe sur la transition. Alors, à la fois parce qu'on considère que c'est un élément d'avenir, et puis aussi, soyons juste réalistes, parce qu'on est dépendant de beaucoup d'intrants dont on n'a pas finalement les ressources sur place et dont on a besoin d'apprendre à se passer, parce qu'on va être à un moment ou à un autre un peu limité. On l'a vécu suite au conflit en Ukraine il y a quelques mois maintenant sur le sujet de l'approvisionnement en gaz. Toujours d'ailleurs contrainte au niveau européen. Tout ça, ça draine des besoins massifs d'investissement avec 620 milliards d'euros identifiés par an à réaliser au-delà des investissements aujourd'hui déjà conduits au niveau européen, mais vraiment pour permettre cette transition. Alors, la stratégie, elle est claire, elle s'inscrit dans un cadre de contraintes qui s'intensifie. On va citer, j'ai omis les résistances sociales, les limites sociales, bien sûr, qui sont une forme de résistance qu'on peut tout à fait comprendre. On a la question des émissions de gaz à effet de serre. On n'a pas encore atteint le pic aujourd'hui. On continue à avoir des émissions qui augmentent au niveau mondial. Je vous parlais de la France aujourd'hui, mais on est
tous dans le même bateau, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est bien au niveau mondial qu'il faut évaluer la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre. Qu'un gaz à effet de serre soit émis en Chine ou en France, il est dans l'atmosphère et il participe au réchauffement. Donc, on a cet enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a en tête que le sujet climatique est un sujet cumulatif. Donc, finalement, tout ce qu'on n'arrive pas à réduire aujourd'hui va ne faire que renforcer encore les questions de réchauffement. On sait que par ailleurs, qu'en France, on est plutôt dans une logique de réchauffement plus rapide que dans d'autres zones dans le monde. Et donc, on a tout intérêt à avoir une action très forte au niveau européen, mais pas que au niveau mondial sur ces sujets d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, un sujet qu'on a touché du doigt en France, là, depuis peu, qui est la question de l'eau, parce que, alors même si on a eu un été assez pluvieux, et donc on oublie assez vite, mais on a quand même un certain nombre de départements qui sont en difficulté par rapport à leur approvisionnement en eau. Et la ressource en eau, elle est quand même juste indispensable pour tout. Et donc, cette contrainte sur l'eau, elle va s'intensifier malheureusement avec les sujets de réchauffement. Et donc, on a un certain nombre d'actions aussi à conduire, des contraintes qui vont se mobiliser là-dessus. Alors, donc, une stratégie claire au niveau européen à laquelle finalement la CSRD, donc les obligations de reporting de rapport de durabilité, finalement, dans lesquels ce rapport s'inscrit. Nous, on a une certitude, c'est que toutes les organisations vont vivre des impacts sociaux liés aux enjeux environnementaux. Et que la seule façon que ces impacts soient à la fois aussi moindres que possible, mais aussi toutes les actions engagées soient le plus juste possible, c'est que le dialogue social y soit fortement inscrit. Et ça tombe bien parce que la CSRD va nous le permettre. Cette transition, elle sera acceptable que si elle est juste. Et pour ça, il faut vraiment que l'ensemble des parties prenantes, finalement, prennent en compte leur part et s'assurent des équilibres. Alors, au périmètre de l'entreprise, on verra aussi qu'ils sont au périmètre des chaînes de valeur, c'est aussi un des enjeux du rapport de durabilité. Pour nous, on a quand même 3 dimensions que couvre ce rapport qui sont interconnectées, mais du coup sur lesquelles on a finalement 3 quand même dimensions très différentes. On a d'abord la question de l'environnement qui est une contrainte qui s'impose avec des contraintes réglementaires déjà connues et qui vont s'intensifier dans les années à venir. Je vous parlais notamment du sujet de l'eau. On a eu un plan eau qui est sorti en France l'année dernière. Avec des enjeux importants, notamment de réduction des fuites. On a énormément de fuites, donc on a un certain nombre de contraintes réglementaires qui sont déjà connues, d'autres qui sont inscrites dans le temps. Je pense notamment à la loi AGEC sur les logiques de recyclabilité et de fin de l'utilisation des plastiques à usage unique. Donc, on a un certain nombre de contraintes connues, d'autres qui vont s'inscrire dans le temps. On a cette dimension, j'allais dire, d'amélioration continue, d'engagement des entreprises au travers de, alors soit la RSE, responsabilité sociale des entreprises, ou ESG, on a vu ces termes précédemment avec Océane. C'est à l'intérieur de cette volonté que s'inscrit la CSRD au niveau européen, une volonté qui est que l'ensemble des entreprises participent finalement à la mise en œuvre d'actions qui soient responsables, tant sur le volet sociétal que sur le volet environnemental. On avait, avant la publication de la CSRD, à peu près 13 000, un peu moins, 12 700 entreprises en Europe qui étaient soumises à une publication de données extra-financières. On passe à 50 000 entreprises qui seront soumises à l'issue de la mise en place progressive que vous a décrite Océane. Et ça, c'est les entreprises qui sont soumises à la déclaration. Par contre, on va avoir des effets induits beaucoup plus importants, puisque dans les normes sociales, on a notamment l'obligation pour l'entreprise de publier des éléments sur sa chaîne de valeur, donc à la fois sur ses fournisseurs et sur ses partenaires. Et donc, toutes les entreprises qui travailleront avec des entreprises qui seront elles-mêmes soumises à des obligations de reporting devront leur apporter des informations pour que ces obligations de reporting soient respectées. Tout ça doit nous emmener vers ce qu'on espère, une transition qui soit, comme on le disait sur la page précédente, juste, une transition qui est alors à la fois énergétique, mais au-delà écologique, puisque
On a parlé des sujets de biodiversité, on a parlé dans les normes, on a des sujets autour des pollutions, au-delà de la dimension climat. On a des sujets autour d'un autre rapport finalement à notre mode de fonctionnement qui est aujourd'hui assez linéaire avec tous nos déchets en finalité. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans une logique finalement de régénération qui, pour l'instant, doit advenir, qui n'est pas encore la norme dans nos sociétés. Et l'objectif de la CSRD, c'est à la fois de jouer sur l'environnement, c'est-à-dire obliger via l'approche de la matérialité les entreprises à se poser la question de leur exposition et de leur action par rapport à l'environnement, et puis aussi de les amener à engager finalement des actions qui vont dans le sens d'une transition qui doit advenir pour que finalement notre modèle de société puisse perdurer. Alors, on a aussi un cadre réglementaire qui s'inscrit dans une volonté au niveau européen de faire disparaître, ou en tout cas de minimiser le greenwashing. On l'a vu au travers des frises chronologiques qu'Océane nous a présentées. On a finalement une forme de progressivité. On part au départ d'une obligation, j'allais dire, morale, avec des mouvements qui s'inscrivent et plutôt de façon, j'allais dire, volontaire au niveau des entreprises. Et puis de plus en plus, là, notamment à travers la CSRD et d'autres réglementations, on arrive dans des lois dures, donc dans des contraintes légales pour les entreprises. Et c'est aussi parce que l'Europe est consciente qu'on a quand même beaucoup de situations de greenwashing. Donc, on a juste fait une petite revue de presse rapide depuis le début de l'année. Cette revue de presse, elle est sectorielle. On a repris quelques éléments de titres d'articles qui sont parus. Je vais m'arrêter sur quelques-uns pour vous dire qu'on a des secteurs qui sont bien évidemment beaucoup plus directement exposés. La chimie, la pharmacie, avec des sujets de pollution qui sont aujourd'hui connus, avec des logiques aussi d'attaque, alors soit par les ONG, soit même par des collectifs ou des agglomérations qui montent des dossiers contre des entreprises, parce que finalement, on n'a pas forcément, par le passé, toujours eu des pratiques très vertueuses, voire même des volontés pour certains acteurs de minimiser leur impact et d'aller vers ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire la tentative de se rendre plus vert qu'on ne l'est en réalité. Océane y faisait référence, une prise de conscience depuis 2015 des acteurs financiers, de leur rôle, leur importance dans l'économie. Et malgré tout, et vous le voyez dans la dernière partie des exemples qu'on vous cite, en janvier, encore des pratiques qui sont aujourd'hui épinglées, avec des pratiques qui sont plus que critiquées, qui sont voire même maintenant qui donnent lieu à des actions en justice. Donc toute cette pression réglementaire, elle se traduit aussi par une pression de plus en plus forte sur les entreprises au niveau légal. Et au-delà des risques encourus au niveau de la justice, vous avez bien évidemment les impacts réputationnels de pratiques qui sont identifiées comme étant en écart par rapport à ce qui est indispensable désormais et connu au niveau de la société. Et nous, notre conviction, c'est que finalement, on a un intérêt au niveau des représentants du personnel, quelle que soit la taille de la structure, à interroger l'engagement de l'entreprise. Parce qu'on l'a vu dans la page précédente, on a un certain nombre d'entreprises pour lesquelles ce n'est pas forcément naturel d'aligner le reporting, la communication extérieure avec les actions réelles engagées, que ce soit au niveau environnemental et social. Et ça, du coup, ça crée forcément des conséquences, on l'évoquait, en justice, en termes de réputation, et finalement, en dernier recours, forcément sur les employés. On préconise vraiment, et la mise en place de cette nouvelle norme de publication renforce encore cette occasion de le faire, de s'emparer du sujet. On a des enjeux qui vont être différents d'un secteur à l'autre. On a besoin d'un état des lieux. On a besoin aussi de comprendre si la prise en compte par la direction elle est à la hauteur de l'enjeu du secteur.
Et puis, on a de plus en plus de conscientisation de ces difficultés à venir dans la population, quel que soit son âge. Et donc, bah, quelque part, au niveau de l'ensemble des salariés, un intérêt aussi à ce que les CSE prennent en compte cette attente que d'être responsables sur ces voies. Dans notre esprit, forcément, l'environnement n'a de sens que s'il est connecté avec les enjeux sociaux et sociétaux. On sort d'une période de négociations annuelles obligatoires qui sont des moments clés de négociation sur notamment la répartition de la valeur dans les entreprises. Et il est clair que tout le monde n'a pas aujourd'hui les moyens de se payer une Tesla et que si on ne connecte pas finalement le partage de la valeur, les enjeux sociaux et sociétaux à l'intérieur de l'entreprise avec ces enjeux de transition, on a quand même très peu de chances d'y arriver. On a un autre enjeu pour le CSE, c'est de positionner son organisation parce que dans un certain nombre de secteurs, que ce soit par des réglementations ou des crises climatiques, on risque d'avoir des impacts sociaux. Et pour ce qui est des déviances, on en parlait sur la page précédente, on est vraiment sur les enjeux de remise en cause des communications qui vont être négatives dans le temps pour les salariés. Tout cela pour arriver, on se le disait, à promouvoir et garantir une transition juste. Et ce qu'on entend par là, c'est que en fait, ça ne doit pas être les salariés qui payent finalement les pots cassés de cette transition. On a des enjeux qui dépassent l'entreprise, qui sont parfois sectoriels, qui sont territoriaux. Et on a surtout l'expérience concrète des personnes au sein de l'entreprise et une réalité des conditions de travail qui ne doit pas passer à la trappe. C'est malheureusement trop souvent le cas dans les projets qu'on nous propose. Et du coup, je vais juste vous prendre un exemple vécu de l'année dernière et de la crise énergétique qui a touché la France du fait des difficultés du parc nucléaire. Eh bien, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont trouvé tout à fait normal, finalement, d'imposer des changements de rythme de travail. Et je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire et que ce n'est pas des choses qui vont se passer. Je dis simplement qu'il faut à tout prix que les élus, les CSE soient engagés dans ces discussions pour que ces modifications des conditions de travail très concrètes sur les horaires et sur le moment où on va faire tourner des fours, par exemple, pour consommer moins d'énergie et qui vont s'imposer de plus en plus dans les années à venir, il faut qu'on les fasse avec des logiques d'équilibre pour les salariés qui soient à la fois compris et puis justes par rapport aux contraintes que ça aura sur leur vie personnelle. Alors, nous, ce qu'on vous préconise et ce qu'on propose de faire, c'est d'abord d'utiliser le cadre légal des informations consultation pour interroger ces impacts de matérialité, que ce soit dans la situation financière de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui déjà consacre à cette transition, à ses besoins d'adaptation, en quoi elle est impactée par les changements de comportement au niveau sociétal dans son business model. Si on se pose la question de la politique sociale, on a bien sûr l'intérêt de connecter les enjeux RH et la politique sociale de l'entreprise avec la société. On sort de discussions sur la retraite. Comment aujourd'hui on va gérer la pénibilité en fin de carrière, à des moments aussi où la température va augmenter, où on va avoir des périodes chaudes plus longues. Comment est-ce qu'on mesure finalement le niveau d'engagement social et sociétal de l'entreprise au travers de cette politique sociale? C'est un axe incontournable à adresser. J'ai déjà abordé la question des NAO qui se positionne finalement entre ces deux temps d'information et consultation. Et puis, bien sûr, dans le cadre de l'analyse des orientations stratégiques, essayer de comprendre comment la direction, la gouvernance de l'entreprise a pris en compte ces données, et puis est-ce que le rythme de transformation qui est adopté est le bon. D'un secteur à l'autre, on ne va pas forcément avoir les mêmes contraintes, on va avoir des acteurs qui vont devoir être beaucoup plus rapides que d'autres. Et donc, il est important, dans le cadre des orientations stratégiques, d'interroger aussi ce rythme de transformation pour s'assurer qu'on n'est pas trop en avance de phase ou au contraire, trop en retard. Bien sûr, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont communiqué sur leur stratégie RSE. Ça vaut toujours le coup quel que soit le cadre dans lequel vous le faites, de connecter cette politique RSE de l'entreprise avec la réalité vécue.
et comment elle est perçue également par les parties prenantes, puisque par rapport à la matrice de matérialité que Océane vous a présentée tout à l'heure, on se rend compte que parfois, finalement, ce travail il est plutôt fait en chambre, en interne, et il ne sollicite pas les parties prenantes. Au premier chef, il y a représentant du personnel, qui doivent, dans notre esprit, forcément être impliqués dans la définition de cette matrice de matérialité, parce qu'ils sont aussi, vous êtes un maillon indispensable pour que finalement la matérialité soit jugée à son juste niveau, et pas simplement sur la base d'une appréciation portée par le management qui pourrait, dans certains cas, être assez déconnecté du terrain. Bien évidemment, on a un certain nombre d'occasions, de thèmes sur lesquels vous êtes informés, consultés, que ce soit les déménagements, que ce soit sur les sujets de conditions de travail, sur les sujets de risques graves. Tous ces sujets d'information et de consultation, et c'est l'esprit de la loi climat et résilience 2021, maintenant intègrent normalement une obligation pour l'entreprise d'évaluer l'impact environnemental. Et donc, on vous invite aussi à l'occasion de toutes ces informations consultations spécifiques à du coup mettre ces sujets en débat. Un autre point qui nous paraît indispensable, c'est de se former. On est sur des thèmes qui sont larges, complexes. On a, nous, avec notre organisme de formation Prométhéa, conçu un programme qui est disponible au catalogue, qui est progressif, avec à la fois le fait de découvrir ces enjeux quand on est encore dans la phase de découverte, le fait d'être aussi capable de remettre un avis sur les sollicitations dans le cadre des informations consultations sur ces thèmes. Et puis un certain nombre de modules experts qui sont là ici listés au nombre de 5 et sur lesquels on a au fur et à mesure de nos expériences finalement une logique de construction continue pour aller plus loin sur des thèmes qui sont des thèmes finalement clés pour certains secteurs en première ligne dès maintenant et pour d'autres finalement à venir dans les années à venir. Donc on a via Prométhéa cette offre au catalogue, mais au-delà de cette offre, vraiment la volonté de construire par rapport à chaque entreprise finalement un cursus de formation ad hoc qui sera le plus pertinent par rapport aux enjeux. Et j'aimerais terminer juste par quelques recommandations par rapport à ce rapport de durabilité et ce que ça représente pour vous. Et puis, je vous propose après qu'on reprenne les questions qui ont été posées dans le chat. D'abord, et ça fait le lien avec les travail à faire dans le cadre des informations consultations, dans le cadre des missions que vous confiez à vos experts, par exemple, c'est vraiment être au clair avec la gouvernance, les indicateurs et les narratifs de son entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on entend par narratif? Il se trouve qu'on a, Océane l'a dit, une mise en place progressive de cette réglementation qui va finalement mettre du temps à avoir des indicateurs précis, définis sur tous les volets. J'en profite pour vous préciser qu'au niveau sectoriel, vous allez avoir une publication qui va arriver en 2027 normalement sur des normes qui seront spécifiques à chaque secteur. Donc on va être dans une phase progressive où on aura encore beaucoup de narratifs, donc beaucoup de choses qui seront décrites et pas encore totalement mises sous indicateurs et mesures. On a bien sûr l'intérêt et l'obligation, je pense, de s'assurer de l'ambition de la politique RSE de l'entreprise au regard de cette contrainte et de l'alignement de cette obligation de reporting, de ce reporting avec la réalité. Et donc, clairement, la confrontation entre les indicateurs, les intentions et le vécu, étant au plus proche du terrain, ça nous semble être un rôle clé que les CSE doivent supporter. Bien sûr, se former. On a 12 champs d'indicateurs, des choses qui sont nouvelles. On va avoir la volonté de sortir hors les murs, de publier aussi des choses qui sont en dehors de l'entreprise, mais en lien avec les partenaires. Comment est-ce qu'on collecte ces données? Comment elles sont constituées? Quelle fiabilité on peut y porter en fonction de la façon dont l'entreprise a construit son modèle de reporting, de captation des données. Tout ça, c'est des champs qui nous semblent nécessiter une formation. Enfin, on a un certain nombre
de préconisations à vous formuler. En tant que CSE, on pense utile aussi de travailler sur une matrice de matérialité. La matrice de matérialité du CSE qui va croiser finalement les enjeux pour le CSE et donc pour son rôle en tant que représentant des salariés, et puis les enjeux des parties prenantes, de l'environnement, de la société, et de voir comment aujourd'hui le CSE se positionne par rapport à cette ouverture aux parties prenantes extérieures. On pense vraiment que, et vous avez la possibilité de créer des commissions spécifiques, la mise en place d'une organisation dédiée au sein du CSE est quelque chose qui sera utile, qu'il y a un besoin de prioriser aussi les thématiques d'un secteur à l'autre. On n'est pas forcément au même niveau d'impact, donc finalement le travail sur la matrice de matérialité permet de prioriser aussi les thématiques qu'on souhaite voir mises en avant. Je vais juste vous donner un exemple très concret. Dans une entreprise que je connais bien, où on a 50% de l'effectif qui a plus de 55 ans, le sujet de la pénibilité et d'un accord senior à la hauteur des enjeux que pose le recul de l'âge à la retraite est un enjeu de matérialité très fort pour le CSE, ce qui pourrait être tout à fait différent dans une entreprise avec une pyramide des âges différente. Il faut s'inviter dans le dialogue avec toute l'organisation et les parties prenantes externes. Pour l'instant, dans toutes les premières démarches des PES, ce n'est pas forcément, en tout cas, on a peu d'exemples de CSE vraiment impliqués. Et on pense que c'est dommage. Il faut être présent pour justement définir ces enjeux de matérialité au bon moment et pour que les thèmes de la transition juste, en termes, que ce soit de partage de la valeur, de conditions de travail, soient vraiment mises au cœur des débats. On a bien sûr des risques et des opportunités. C'est l'esprit même de la directive que de les identifier. On spécifie le fait de l'ouverture aux parties prenantes. On n'avait pas forcément cette démarche-là initialement dans les entreprises. Et donc on pense qu'il y a, notamment par rapport à des sujets de pollution environnementale, possiblement des réticences au niveau de certaines entreprises, et donc un intérêt à ce que le CSE soit aussi au clair avec finalement les contraintes qui sont celles de son entreprise et de son secteur. On pense qu'on a un intérêt aussi dans toutes les négociations à porter des revendications qui seront en ligne avec les enjeux de matérialité de l'entreprise, parce que finalement c'est bien sur ces thèmes sur lesquels l'entreprise choisit de communiquer à l'extérieur désormais avec la CSRD que les gains en tout cas seront les plus logiques à obtenir et en tout cas les plus difficiles à contester du point de vue de la direction. Enfin, et on termine sur ce point parce qu'il nous semble important, on est sur des enjeux de transition qui sont importants, avec des contraintes qui vont être difficiles à gérer. Et quelque part, se confronter au sein du CSE à ces arbitrages, ces questionnements au travers déjà d'une évaluation carbone, de l'élaboration d'un plan de transition, que ce soit sur ses œuvres sociales ou sur son mode de fonctionnement. Tout ça, c'est finalement se renforcer dans le dialogue indispensable que le CSE doit avoir avec la direction au sein de l'entreprise, mais maintenant, désormais aussi au-delà de l'entreprise pour que cette transition qu'on espère tous advienne. Voilà pour ce qu'on souhaitait partager avec vous. Peut-être que je vais reprendre les commentaires. Je vois aussi qu'il y a des mains levées, donc je ne sais pas, je ne gère pas les prises de parole. Peut-être on a possibilité de permettre la prise de parole en direct. Et Eric, notre collègue qui est en régie, pour qu'il puisse permettre des prises de parole en direct. Je vais remonter le fil du chat en attendant pour le temps qui nous reste pour essayer de reprendre les questions qui ont émaillé tout au long de notre présentation et vos réactions. Alors, on avait une première question sur le lien avec l'acronyme. Alors, c'était CSRD, c'était tout à fait le rapport de durabilité, c'est la traduction quelque part de cette directive. Alors, la taxonomie. Eh ben, la taxonomie Océane, je te laisse en parler. La taxonomie,
je vois bien la question. La taxonomie, c'est la taxonomie européenne qui vise à définir en fait qu'est-ce qu'une activité durable au sens environnemental. Dans un premier temps, on parle de la taxonomie verte de l'Union européenne. Elle classifie en fonction des secteurs d'activité ce qu'elle considère être une activité durable. Quand on s'intéresse à la taxonomie de manière plus précise, on peut voir en fonction des secteurs que cette définition peut être extrêmement précise avec des indicateurs quantitatifs. Et d'accord, c'était pour avoir les réponses plus tard dans la question, c'était qu'on répondrait plus tard. Je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. C'est bon pour moi. J'espère que j'ai pu répondre à la question sur la taxonomie. Alors, je continue le fil des questions. On avait une question sur le lien entre la RSE et finalement les actions de mobilité engagées par les entreprises. Donc, sur le sujet de la mobilité durable, c'est un thème qui, alors désormais, arrive progressivement dans les questions de NAO, justement, comme un thème à aborder. On s'attendait avec la loi LOM à ce que le raz-de-marée soit beaucoup plus important. On continue, nous, à scruter l'ensemble des accords qui peuvent être passés et qui mettent en avant finalement des éléments un peu nouveaux, disruptifs et vraiment engageants pour finalement aider au changement de comportement. Et donc, du coup, on a effectivement la prise en compte de forfait durable. Donc, on a un certain nombre de choses qui commencent à advenir. On reste au début, en fait, de la prise en compte par les entreprises de ce besoin. Je vois une question sur le fait que vous avez des entreprises qui demandent à ce qu'on paye pour avoir accès à ce rapport. Alors, moi, ça ne me semble quand même pas normal. Est-ce que c'est illégal? Je ne saurais vous le dire. Ça me semble assez étonnant. En tout cas, ça me semble être une forme de manifestation de résistance et du coup qui, à mon sens, vont finalement émailler la mise en place de toutes ces nouvelles contraintes. Et je pense que ça donnera lieu progressivement aussi à des actions en justice qui rendront finalement, sur la base des jurisprudences, ces actes légaux ou illégaux. Je ne sais aujourd'hui pas vous donner d'exemple de jugement dans un sens ou dans un autre. Alors, comment les données saisies sont-elles contrôlées? Alors, les données saisies seront contrôlées par un organisme tiers indépendant qui va être l'expert comptable qui aujourd'hui, le commissaire aux comptes qui aujourd'hui certifie les comptes de l'entreprise. On avait jusqu'à présent, dans le cadre de l'établissement de la DPEF, une obligation d'accréditation pour réaliser ce contrôle. Du coup, désormais, ce seront en France les commissaires aux comptes qui auront finalement dans leur périmètre le fait de justifier la véracité de la donnée. C'est cohérent avec leur procédure d'intervention puisqu'ils ont aussi dans l'établissement des comptes finalement un certain nombre de diligences de contrôle à réaliser sur la matérialité des pièces justifiant les enregistrements comptables. Et donc, on aura au même titre finalement une recherche de preuves que conduira le commissaire, d'abord l'expert comptable puis le commissaire aux comptes dans la certification des comptes. Pour ce qui est de la remarque sur le bilan carbone qui serait une simple déclaration sans gendarme, on est sur la mise en place de normes qui seront progressives. Donc, je pense qu'on va rester dans cette phase dans un premier temps où aussi les facteurs d'émission, vous le savez, sur la base de l'ADEME évoluent. Donc, on a une logique déjà d'établissement de ce reporting. Mais on va progressivement, en tout cas c'est ma conviction, basée sur les frises qu'on a partagées avec vous d'ailleurs, que progressivement on va avoir une logique de gendarme avec des juges de paix qui vont être assez aussi sonnantes et trébuchantes autour des mécanismes d'ajustement de
carbone aux frontières, donc la logique de la taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui a été en discussion là, sur les derniers mois, qui va rester encore dans son application, qui touche un certain nombre de secteurs, normalement à compter de 2026. Donc on a progressivement aussi l'inscription de plus en plus de contraintes qui vont être des logiques de taxes, donc basées sur des bases qui seront forcément auditées par les États qui appliqueront ces mécanismes. Alors, je prends la suite. On entend de plus en plus ces obligations de normes. Si on évoque des normes imposées chez nous, on entend aussi les importations de pays hors UE qui ne répondent pas à ces normes. Les imports peuvent ne pas répondre à ces normes. Et oui, effectivement, et c'est tout l'objet de cette discussion en cours encore sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Hein. On a été, par exemple, à l'occasion de débats qu'avait Dieu, je crois que c'était au mois de novembre l'année dernière, j'avais suivi de près, finalement un peu devant une forme de paradoxe où finalement on allait se retrouver à taxer des matières brutes, mais pas forcément des composants assemblés. Donc on pouvait avoir finalement un mécanisme d'ajustement aux frontières qui avait pour conséquence de pousser même à de la délocalisation de sous-ensembles. Là où en fait finalement on envisageait plutôt d'avoir une logique de taxation des matières premières à l'extérieur, et bien finalement, en étant sur ce niveau de restriction, et bien on prend le risque finalement d'industriels qui pourraient prendre des décisions allant vers la sous-traitance carrément sous l'ensemble. Donc tout à fait, aujourd'hui on reste dans un monde qui est dissymétrique sur les normes sur le climat. Et donc, dans toutes les discussions qui ont lieu actuellement sur l'évolution de ces normes, on a à prendre en compte cette dissymétrie. Comment est-ce qu'on la réorganise, régule intelligemment pour que finalement, il n'y ait pas de conséquences négatives en termes de compétitivité pour les acteurs européens. Sur le fait que l'employeur doive consulter ou non le CSE sur le rapport de durabilité, on n'a pas de texte clair sur le sujet encore au niveau France. Bien évidemment, ce rapport de durabilité, il sera publié en même temps que les comptes. Et donc, je vous renvoie au temps d'information consultation sur Repsamen. Je vous évoquais la façon dont nous, on envisage finalement de vous proposer de traiter ces thèmes. On préconise de le faire. C'est finalement à l'occasion de chaque temps d'information en consultation sur Repsamen, donc soit sur les comptes, que ce soit sur la politique sociale ou sur les orientations stratégiques, à utiliser ce rapport de durabilité comme un document clé, puisque à la fois il donne des indicateurs, il précise des stratégies que l'entreprise déploie sur ces champs, et il permet finalement de confronter la communication de l'entreprise avec l'extérieur. Donc, l'information qui devrait être donnée, ce sera le rapport de durabilité, qui sera de toute façon une information publique. Et dans quelle consultation? Eh bien, j'ai envie de vous dire, dans toutes, il faut le réclamer. Alors, le lien vers la société de formation, ça va être fait. Alors, on a une question autour d'une organisation CSE dédiée. Est-ce qu'on parle d'une commission? Oui, notre préconisation est effectivement, alors est-ce qu'on le formalise sous la forme d'une commission? Est-ce qu'on propose à des élus qui, au sein du CSE, ont une appétence particulière sur ces thèmes de se constituer en groupe de travail? Ça, en fait, sur l'organisation, on a plein de modalités envisageables et possibles pour en discuter en ligne. Mais en tout cas, clairement, avoir finalement au sein du CSE des personnes qui se consacrent à la formation, la compréhension de ces enjeux et qui sont capables finalement d'aider les collègues qui seront plus loin de ces thèmes à s'y approprier, ça nous semble effectivement indispensable. Et c'est effectivement à l'instar de la CSSCT ou de la CRIC. Alors, je continue les commentaires pour voir une imposition de véhicules de fonction électrique sans aucune étude en amont d'impact. Impact moral et physique, dangereux, suite à cette modification imposée. Pas de charge possible à leur domicile à ce jour. Accès limité à des bornes, temps de charge important sur le temps de travail. Mettre la main à la poche pour installer les bornes à domicile.
Que faire à cette heure? Donc, on est exactement, malheureusement, dans ce que je décrivais comme une mauvaise situation où ce sont les salariés qui finalement pâtissent des choix de transition qu'opère l'entreprise. Et donc, voilà, je ne sais pas vous dire le degré aujourd'hui de ressenti vis-à-vis de vos collègues, mais clairement, on a un certain nombre de cadres légaux qui permettent au CSE de monter au créneau, en tout cas de faire savoir à l'entreprise qu'il y a un problème aujourd'hui qui n'est pas géré, que ce soit dans l'identification de risques pour les conditions de travail, sur la santé des salariés. Donc là aussi, je vous propose, parce que ça dépend vraiment du niveau d'intensité de pénibilité vécue, qu'on en parle hors ligne, mais que faire à cette heure? Eh bien, effectivement, hein, on a des entreprises qui parfois décident de ne pas écouter les CSE. Comment est-ce que quand malheureusement les alertes matérialisées se matérialisent, comment est-ce qu'on peut rebondir pour faire évoluer les choses? C'est toute l'utilité d'un dialogue constructif. Il n'est pas forcément présent dans toutes les entreprises, donc parfois on est obligé d'avoir des dialogues moins constructifs. Et donc, voilà, je vous avoue qu'on a des possibilités qui sont plus ou moins conflictuelles, mobilisables. À nous de voir quel est le plus judicieux par rapport à votre contexte de dialogue et de relation avec la direction et vos collègues. Même si les critères d'évaluation sont actuellement demandés sous forme narrative, pourriez-vous préciser pour le volet RH ces thèmes, critères et illustrer? Emploi, QVT, inclusion. Donc, alors on a au niveau social 4 normes, dont une qui recouvre les normes au niveau des salariés de l'entreprise. Donc, il est très clair et très défini, on est au niveau européen sur qu'est-ce qui constitue des salariés de l'entreprise, avec des différences d'un pays à l'autre, et qu'est-ce qui est considéré comme des salariés, comme des emplois des personnes mobilisées hors entreprise. Donc, si on parle de la norme sociale au périmètre de l'entreprise, on va globalement retrouver les indicateurs du bilan social. On a des indicateurs d'accès à l'emploi, d'équité homme-femme, on a des indicateurs de diversité, d'inclusion, on a donc handicap, diversité, on a des indicateurs aussi de salaire décent, on a des indicateurs de couverture par des systèmes de prévoyance et d'assurance mutuelle. Donc, on retrouve quelque part des informations qui sont souvent agglomérées dans le cadre du bilan social au niveau des entreprises de plus de 300 personnes. Donc, clairement, on ne va pas avoir de grande, j'allais dire, révolution au niveau des indicateurs, sauf si le CSE fait valoir la matérialité d'un enjeu social important. Et c'est pour nous tout l'intérêt que les CSE s'approprient ces sujets pour pouvoir finalement mettre dans les enjeux de matérialité les enjeux sociaux qui doivent avoir leur place. Quelles sont les mesures en place pour accompagner les salariés? Mobilité alternative à la voiture perso, tri sélectif, FMD 800 € par an, vous semble-t-il correct? Alors, je ne suis pas sûr de l'acronyme FMD, j'imagine, c'est le forfait de mobilité durable. 800 €, on est dans un début, on est dans une forme d'engagement déjà de l'entreprise. On n'a pas forcément systématiquement de forfait mobilité durable. Comme je vous le disais, on reste encore un peu en retrait par rapport à cette normalement obligation avec la loi l'homme, hein, encore une fois. Donc, c'est pas ridicule. J'ai vu mieux, mais on n'est pas ridicule par rapport à ce forfait. Je forcément module mon propos par rapport à la situation économique de l'entreprise, puisque on a, en fonction des entreprises, parfois des moyens qui pourraient permettre beaucoup plus. Et donc, finalement, on a aussi le choix qui est fait ou non par l'entreprise de privilégier ce format d'accompagnement. Et droit d'alerte à 7 heures, écoutez, je vous invite peut-être à ce qu'on ait un échange, hein, parce que là, c'est vrai que sans contexte, c'est difficile de me prononcer. J'espère qu'on arrive au bout de
de l'heure qu'on avait prévue ensemble. On l'a même un peu dépassé, pardon, je m'en excuse. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.